Kosterg est avec nous pour entamer cette demi-heure d'émission par téléphone, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais en introduction, le signal politique va être très fort la semaine prochaine puisque Joe Biden va dévoiler les grands axes du plan d'infrastructure. Build Back Better, c'est le leitmotiv de Joe Biden avec ce plan d'infrastructure. Mais je vais juste prendre un peu de recul avec vous Thomas pour bien prendre la mesure quand même de ce que sont en train de faire les États-Unis. Depuis un an, l'effort budgétaire déployé dépasse les 5 000 milliards de dollars, je crois, Thomas. On va rajouter peut-être 2 000, 3 000, 4 000 milliards de dollars de plans d'infrastructure qui vont être déployés, bien sûr, sur plusieurs années. Mais il faut bien comprendre que la stratégie américaine, c'est pas seulement de sortir de la crise pandémique, c'est de recréer un cycle de croissance qui soit pas le cycle précédent qui a été dominé par le narratif de la stagnation séculaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Thomas ? Tout à fait. Je pense que notamment dans l'administration Biden, vous avez une partie des vétérans de l'ère Obama qui pensent qu'en effet, en 2009, on est allé trop doucement sur les plans de relance. Donc là, toutes les vannes cette année sont ouvertes. On est à des plans de stimulus en accumulé. On est à 25% du PIB qui est injecté dans l'économie. Donc c'est juste colossal. Alors voilà, maintenant on a fait de la demande. Le prochain chapitre, c'est de s'occuper de l'offre, et notamment essayer d'augmenter le potentiel de l'économie américaine avec ce plan d'infrastructure à la fois traditionnel, mais aussi dans les nouvelles infrastructures et la transition énergétique pour aller vers des énergies vertes. Sachant qu'il y a un autre pan qui est aussi un pan social, qui est aussi très important pour l'équipe Biden, qui a trait à tout ce qui est l'éducation et aussi les politiques pour les enfants, la politique familiale, qui est une priorité très importante de Joe Biden. Donc en effet, quand vous accumulez tout ça, on peut arriver jusqu'à 3 à 4 milliards de dollars. Donc ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui est infrastructure et qu'est-ce qui est politique familiale et politique sociale. D'une part, et évidemment d'autre part, qu'est-ce qui va vraiment être injecté dans l'économie dès l'année prochaine. Mais en effet, on a l'impression que pour l'administration Biden, c'est go big or go home. Et là, en l'occurrence, on va go big. Ouais, super big même. Si le plan d'infrastructure, c'est la brique stratégique clé de l'administration Biden, Thomas, notamment dans la compétition face à la Chine, bien sûr, quelles sont les chances de succès cette fois pour un plan d'infrastructure qui est devenu un peu une arlésienne quand même dans le narratif américain? Tout à fait. Donc l'infrastructure, ça fait très longtemps qu'on en parle, notamment l'infrastructure traditionnelle, les routes, les ponts, les aéroports, etc. Et là, c'est un peu le problème de tout ça, c'est que plus grand est le parapluie et le plus grand il y a un bric-à-brac de mesures, le moins de chance, j'ai envie de dire, ça risque de passer parce qu'il y aura toujours des points de blocage. Et je pense un point à surveiller, évidemment, c'est la politique des transitions énergétiques, puisqu'on a des démocrates qui sont quand même, certains centristes, font quand même attention à ça, parce qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. On sait que l'économie américaine, par nature, est beaucoup plus, elle est beaucoup plus orientée sur le carbone, notamment lié au secteur pétrolier et du gaz. Et donc voilà, certains démocrates disent attention, on ne va pas non plus trop vite dans la transition écologique, parce qu'on risque de se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, c'est peut-être là, il y a quelques zones où les démocrates, ou les sénateurs, notamment centristes démocrates, pourraient faire un peu capoter le projet. Évidemment, l'autre sujet chaud, c'est comment on finance tout ça. Même si au final c'est intéressant de voir que c'est pas finalement tant comment on finance, parce qu'au final on voit que tout ça, tous les plans précédents étaient financés par la dette. Il y a un peu une symbolique de la taxation, notamment on a une certaine partie de l'équipe de Joe Biden qui veut augmenter les impôts au nom de l'égalité sociale. L'égalité sociale sur donc, les impôts des plus hauts revenus et potentiellement les impôts des entreprises. Voilà, là aussi on a potentiellement un point où ça pourrait coincer. Donc deux petits points où ça pourrait coincer, si on va trop vite sur la transition écologique ou si on va trop fort sur les impôts. Mais voilà, je pense que comme vous l'avez dit, on go big, on met 3-4 milliards sur la table alors qu'on vient de remettre déjà 2 milliards sur la table avec le plan de stimulus.
Ce sont des trillions, bien sûr. Hein. Non, mais je le précise, parce que 3 000 milliards, 3 trillions de dollars, c'est devenu l'échelle maintenant. Le trillion de dollars, évidemment, qui est devenu l'échelle de la stratégie américaine. Sur le plan de la politique monétaire, Thomas, alors Jérôme Powell a encore eu de nombreuses occasions de s'exprimer cette semaine, notamment devant les représentants du Congrès, à la Chambre des représentants, puis au Sénat hier. Est-ce que le dialogue entre Jérôme Powell et les marchés progresse, Thomas ? Non, il y a un peu un dialogue de sourds entre les deux, puisque finalement le marché pense qu'avec tous ces plans de stimulus et aussi avec la croissance cyclique qui est très fort, donc on pourra en reparler, mais on va sur un deuxième trimestre qui va battre tous les records, puisque l'économie est en train de réouvrir. Et donc voilà, les investisseurs se disent avec tous ces plans de relance, plus une croissance qui va se rapprocher du potentiel, voire même pourrait la surpasser, pourrait surpasser la trajectoire potentielle de croissance, ça va faire de l'inflation. Voilà. Alors que la Fed nous dit non. Finalement, on a une Fed qui est beaucoup moins convaincue de sa propre capacité de générer de l'inflation que les investisseurs. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc je pense qu'un dialogue de sourds qui va persister avec un marché qui price des hausses de taux bien plus en amont que ce que la Fed prévoit. La Fed est toujours sur un plan de pas de hausse de taux avant 2024, même si c'est intéressant de noter qu'il y a un débat à l'intérieur de la Fed qui est en train d'être de plus en plus fort, puisque vous avez des présidents régionaux, des Fed régionales qui sont en train de dire non. Alors l'un qui dit 2022, l'autre qui dit 2023, qui essaye un peu de presser presser un peu plus le débat comparé notamment à des gouverneurs qui sont basés à Washington, qui sont beaucoup plus patients et qui veulent vraiment une politique plus dovish. Mais moi, je pense que voilà, la Fed a la capacité d'être patiente et sera patiente. Donc, vous avez globalement, à la vue d'ensemble pour l'économie américaine, c'est une très bonne vue, puisque vous avez une économie qui est en phase de réouverture avec une vaccination très forte, une politique monétaire très accommodante et en plus du fiscal qui est ouvert à toutes les vannes. Et concrètement, à quel type de chiffres il faut s'attendre pour la croissance du deuxième trimestre, par exemple, Thomas ? Alors moi, je m'attends à une très forte croissance autour de 15% qui correspondrait à 600 milliards de dollars d'ajout de PIB réel. Donc si vous ajoutez un peu plus de nominal avec l'inflation, on est sur du 750 milliards. Alors sachant que d'où ça vient, ça vient tout simplement que l'épargne accumulée l'an dernier, c'est 1500 milliards de dollars. Et là, on vient de donner des chèques aux Américains pour environ 400 milliards de dollars. Donc même ce chiffre, on pourrait se dire, est assez conservateur et se base sur un multiplicateur budgétaire assez modeste. Bon, et un mot quand même peut-être de la reprise de contact qu'il y a eu entre les États-Unis et la Chine ces derniers jours avec la nouvelle administration Biden. Thomas, on peut imaginer que si l'Amérique se sent à nouveau en grande confiance avec une pandémie qui appartient désormais au passé, entre guillemets, l'affrontement va reprendre de manière musclée. Ça a été un risque dominant pendant toute la période de Trump, du mandat de Donald Trump. Pour les investisseurs et pour les marchés, est-ce que ce risque US-China est en train de revenir sur le devant de la scène, Thomas ? Oui, alors point numéro 1, c'est sûr que la relation sino-américaine ne s'améliore pas avec Joe Biden, voire même on pourrait dire que c'est tout aussi dur, voire même plus dur. Deuxième point, c'est quelque part la confrontation est beaucoup plus indirecte. Je pense aussi c'est le risque pour les investisseurs, parce qu'au moins avec l'administration Trump, on s'occupait de tarifs douaniers, donc c'était direct. Alors que là, on a l'impression d'un conflit beaucoup plus larvé, beaucoup plus diffus, avec de nombreux thèmes, les droits de l'homme qui sont vraiment très proéminents. On a un autre sujet sur l'écologie. On a un dernier sujet, c'est aussi sur le commerce qui revient, sur ensuite l'histoire des subventions aux entités, aux entreprises d'État chinoises. Donc il y a plein de sujets qui fait que c'est difficile de voir une embellie de la relation, même si je pense qu'à court terme, il devrait pas se passer grand-chose, dans le sens où les États-Unis sont plutôt dans une phase où ils essaient de chercher des partenaires pour essayer de faire un front commun contre la Chine. C'est intéressant, Thomas, on pourra conclure là-dessus, mais beaucoup estimaient, et c'était un discours qu'on entendait, y compris sur ce plateau, avec Joe Biden, oui, l'affrontement avec la Chine va continuer, mais la stratégie de Biden sera beaucoup plus prévisible ou prédictible. Voilà ce que j'entendais. Finalement, au regard des premières reprises de contact et de la situation US-China aujourd'hui, c'est pas évident que ce soit beaucoup plus prédictible.
Tout à fait, exactement. Moi, je pense que même c'est l'inverse. J'ai envie quasiment de dire qu'avec Donald Trump, c'était un peu plus prévisible. On savait à quoi s'attendre. C'était du focus sur les tarifs douaniers qui ont été mis en place. Voilà. Alors qu'avec Joe Biden, c'est en effet un peu plus diffus et avec le risque que ça s'enlise quelque part. Merci beaucoup Thomas. Merci pour vos remarques du jour sur l'actualité américaine. Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management à Genève.